Donc, on va pouvoir commencer cette masterclass sur les fondations actionnaires qui rentrent dans le cycle partage de la valeur qui est proposé aujourd'hui par l'opération Milliard. Cette masterclass, elle a été préparée et elle va être animée par Sarah Baglan, qui est copilote du groupe financeur au sein de l'opération Milliard et qui est entrepreneur. Et puis, moi, je suis Fanny Bénard, je suis co-déléguée générale de l'opération Milliard. Euh, Peut-être pour revenir rapidement sur l'opération Milliard. L'opération Milliard, c'était une association. On est aujourd'hui une force civile d'acteurs et d'actrices de la transition juste. Notre objectif, c'est de pouvoir mieux financer aujourd'hui ces organisations qui le sont pas assez, puisqu'elles agissent aujourd'hui tous les jours au quotidien sur de l'innovation sociale, une amélioration de l'empreinte écologique, des nouvelles pratiques démocratiques sur l'ensemble des territoires. Et donc, notre but, c'est vraiment de pouvoir créer de meilleures conditions d'accès au financement pour ces organisations. On a trois grandes façons d'agir. On rassemble des sympathisants, des bénévoles pour construire ces nouveaux modèles de financement. Quand on dit construire ces nouveaux modèles de financement, c'est notamment produire des méthodes, des réflexions autour de ce sujet du financement de la transition juste. C'est notamment le groupe de travail financeur qui a travaillé, par exemple, sur le recensement des différentes modalités de partage de la valeur. Ça, c'est une façon, par exemple, de s'impliquer au sein de l'opération Milliard, d'être bénévole. On travaille aussi à comment on va réunir 1 milliard d'euros pour financer les organisations, soit nous-mêmes directement avec nos différents véhicules financiers. On a notamment un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds de développement de la transition juste, et puis on a aussi un fonds de dotation. Mais il n'y a pas que nos véhicules d'investissement qui vont financer ces organisations de la transition juste. L'idée aussi, c'est de mobiliser d'autres financeurs pour que ces financements arrivent en plus et de façon plus facile à ces organisations. Et puis, on fait aussi du plaidoyer, on essaie d'influencer, que ce soit d'un sujet réglementaire, lorsqu'on a besoin de créer ce bon cadre et ces bonnes conditions pour le financement des organisations de la transition juste, mais aussi dans un plaidoyer de pratique envers les financeurs pour pouvoir faire évoluer les choses en matière de financement. Alors, je vous le disais, on est dans un cycle de masterclass qui est dédié au partage de la valeur, qui a été construit notamment par Sarah, à qui je vais donner la main pour vous présenter la suite de cette masterclass. Merci Fanny. Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour la deuxième masterclass qu'on a dédiée au partage de la valeur. Donc c'est un cycle qui s'étendra sur environ 6 à 7 masterclass. On n'en est pas encore sûr, on en rajoute au fur et à mesure qu'on découvre aussi certains mécanismes. Et donc aujourd'hui, on a souhaité faire un zoom sur les fondations actionnaires. Et on a trois super intervenants qui nous raconteront leurs expériences en la matière. Et peut-être pour ceux qui n'étaient pas présents à la première masterclass sur le partage de la valeur, la première masterclass, c'était un peu le panorama 360 degrés des différents mécanismes de comment une entreprise, société anonyme ou pas, peut partager la valeur au profit des salariés, de l'intérêt général et de l'entreprise et sa mission. Et donc, on avait fait voilà, un zoom sur les différents mécanismes et les petits chiffres que vous voyez sur ce schéma synthétique. C'est les masterclass que l'on fera dédiés à ces mécanismes spécifiques. Et donc aujourd'hui, on zoomera donc sur les fondations actionnaires et les fonds de dotation qui ont été créés par nos trois super intervenants que je présente avec. Donc c'est Théa qui commencera cette masterclass pour nous raconter un peu l'histoire des fondations actionnaires, leur historique, combien elles sont en France et les exemples qu'on a aussi dans les pays européens. Ensuite, Rodolphe nous racontera comment il a monté le fonds Demain sur Terre en cédant une partie du capital de son entreprise Lennon Monkeys. Et enfin, Maïka nous racontera aussi enfin, les évolutions et les son retour d'expérience sur une fondation actionnaire qu'elle a accompagnée et montée il y a quelques années et un nouveau modèle de fondation actionnaire avec Zoïkos. Et on aura du coup un peu l'exclusivité de comprendre comment le fonds Zoïkos sera monté, puisque je crois que le lancement est demain, il me semble, Maïka. On va commencer enfin, aujourd'hui avec Théa.
qui va du coup nous raconter un peu l'histoire des fondations actionnaires et qu'est-ce que c'est une fondation actionnaire. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Théa, moi, je travaille au sein d'un cabinet de conseil et de recherche, Profil, qui est société à mission et qui a adopté pour raison d'être ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Donc, l'idée, c'est de forger des nouveaux modèles et ensuite de les mettre en application. Et la Fondation Actionnaire, c'est un de ces modèles qu'on a défendu depuis maintenant plus de 10 ans, qu'on a découvert en regardant ce qui se faisait dans les pays nord-européens. Et on a vu que le fait que voilà, une fondation détienne des titres d'une entreprise était assez commun finalement dans les pays comme le Danemark, la Suisse, l'Allemagne. Et donc, on a publié une grande étude en 2015. Ensuite, on a organisé tout un tas de cycles de conférences, notamment à Bercy. Et on a mené un plaidoyer politique pour que ce modèle puisse exister en France. Et donc, maintenant, on a la chance d'avoir, alors c'est un peu une exclusivité, mais on a 37 fondations actionnaires en France. On est en train de répertorier dans le cadre d'une nouvelle grande étude qu'on va sortir en juin 2026 à l'occasion d'un événement conférence qu'on va organiser à Bercy. Voilà, les fondations actionnaires un peu 10 ans après, avec des interventions de différentes personnes, Novo Nordisk par exemple, mais également des fondations actionnaires françaises. Et donc voilà, donc on a la chance d'avoir accompagné beaucoup d'entre elles. Et donc là, je vais vous faire passer d'abord un petit motion design que Profil a réalisé, qui fait une petite introduction sur les fondations actionnaires. Et après, je reviendrai plus en détail sur le concept, son histoire, et je vous donnerai des exemples concrets de fondations actionnaires dans différents secteurs d'activité avec différentes répartitions capitalistiques pour vous donner à voir dans quel cas, par exemple, ce modèle est possible. Sarah, si tu peux. Merci. Cette expression désigne une fondation ou structure assimilée qui détient de manière significative les titres d'une entreprise. Comme Bosch, Carlsberg, Rolex ou Velux, des milliers d'entreprises appartiennent ainsi à des fondations en Europe du Nord. Tout d'abord, la fondation soutient des causes d'intérêt général grâce aux dividendes qu'elle perçoit, voire à d'autres sources de revenus. Contrairement à une fondation classique, la fondation, en tant qu'actionnaire, a un rôle à jouer dans les organes de gouvernance. Elle peut donc orienter la stratégie de l'entreprise et s'opposer à des décisions contraires à la mission et aux valeurs dont elle est garante. Une fondation n'appartenant à personne, elle ne pourra jamais être rachetée. Elle sanctuarise donc le capital qu'elle détient et protège l'entreprise sur le long terme. En France, il se développe progressivement, avec des pionniers au statut divers. À l'origine de la démarche, il y a des entrepreneurs ou des familles visionnaires prêts à se déposséder au nom de l'intérêt collectif. En affectant une partie ou la totalité du capital de l'entreprise à une fondation, ils font le choix d'un modèle de propriété et de transmission alternatif aligné avec leurs valeurs, qui contribuent aussi à l'intérêt général. Avec l'aide de Profil, ces pionniers se sont rassemblés au sein de la communauté De facto, dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires, pour expérimenter et promouvoir le modèle. Pour découvrir leurs témoignages et en savoir plus sur le réseau européen De facto, rendez-vous sur www.defacto-network.eu. Merci. Donc, vous l'aurez compris, c'est un modèle qui est vraiment présent depuis très longtemps dans les pays d'Europe du Nord. Par exemple, Bosch, une grosse entreprise allemande qui est née à la fin du 19e siècle, est détenue, en fait, finalement, son capital est détenu à 92% par une fondation qui va ensuite financer des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation grâce aux dividendes qu'elle perçoit. Plus récemment, aux États-Unis, Yvan Chouinard a fait le choix, par exemple, de donner 98% du capital de Patagonia à une fondation qui finance des projets environnementaux. Donc, c'est vraiment voilà, une émergence de ce modèle-là qui est également en train de se développer en France. Et donc, Profil a créé une communauté en 2018 qui s'appelle De facto, qui fédère en fait tous les pionniers français et qui souhaite promouvoir le développement de ce modèle. Peut-être, Sarah, si tu peux passer à la slide suivante. Et donc, on voit qu'il y a des entreprises de différents secteurs d'activité, de différentes tailles, qui sont fédérées au sein de la communauté De facto. On a aussi bien
une entreprise qui produit des sirops, Monin, une entreprise de la construction, KS Group. On a évidemment Landmen, dont Rodolphe nous parlera. On a également pas mal d'entreprises dans le domaine de la presse pour cet enjeu justement d'indépendance du secteur de la presse. Et donc voilà, de facto fédère ces différentes structures et ces différentes entreprises qui ont passé le pas. Et donc plus concrètement, vous l'aurez compris, la Fondation Actionnaire, ça va mener une double mission, une mission philanthropique, donc en détenant évidemment des titres des entreprises. Elle touche des dividendes et ces dividendes sont nécessairement reversés à des projets d'intérêt général. Donc ça permet de redistribuer finalement la valeur économique qui est créée au travers de ces entreprises pour la philanthropie et l'intérêt général. Et ce qui est également intéressant, c'est le fait que cette fondation, elle va mener également une mission actionnariale. Donc, en fait, elle est actionnaire comme toutes les autres actionnaires de l'entreprise. Donc, elle va siéger au sein des organes de gouvernance et va donc s'engager à défendre un certain nombre de valeurs, une mission fondatrice, des décisions stratégiques, souvent des engagements sociaux, environnementaux assez forts que le fondateur qui a décidé de donner une partie de son capital à cette fondation a souhaité pérenniser en donnant une partie de son capital. Donc, la Fondation Actionnaire, finalement, c'est une appellation générique qui va reposer sur plusieurs statuts qui sont possibles en France. Les 3 statuts, c'est la Fondation reconnue d'utilité publique. Ça, c'est la fondation un peu la plus connue, la plus humble. C'est par exemple la Fondation de France, donc là, qui nécessite une reconnaissance officielle qui est assez longue à créer, mais qui est un gros véhicule non lucratif et d'intérêt général. Un véhicule plus souple qui est créé en 2008, c'est le fonds de dotation, qui va, lui, être beaucoup plus à la main des fondateurs en termes de gouvernance, par exemple, pour décider qui siégera au sein du conseil d'administration de cette fondation. Et enfin, en 2019, la loi Pacte a permis l'apparition d'un nouveau statut qui s'appelle le fonds de pérennité. Il me semble que vous avez une masterclass prochainement là-dessus. Et alors là, la différence, c'est que le fonds de pérennité, c'est un véhicule lucratif. Et par contre, la différence, c'est que le don de titres à ce fonds de pérennité est coûteux puisqu'il y a des droits de mutation, alors que quand on fait un don de titres à une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation, on a une exonération des droits de mutation, ce qui fait que le don devient gratuit, alors qu'un don à un fonds de pérennité est coûteux à hauteur de 60% des droits de mutation. Donc, plusieurs pionniers ont décidé de créer une fondation actionnaire pour diverses raisons. Rodolphe nous parlera des siennes. Certains, c'était plutôt cette idée de partager la valeur économique qui est créée et de démultiplier les ressources financières qui étaient attribuées à la philanthropie et à l'intérêt général en partageant cette valeur économique. Pour d'autres, l'objectif, c'était vraiment plutôt de pérenniser l'entreprise, de pérenniser sa mission fondatrice, ses valeurs. C'était d'avoir un actionnaire stable et de long terme qui s'engageait véritablement à sanctuariser une partie du capital au sein de cette fondation, puisqu'en fait, une fondation n'appartient à personne, et donc elle ne peut être jamais rachetée. Et donc, en faisant un don d'une partie du capital à cette fondation, c'est l'assurance que ce capital est sanctuarisé au sein d'un organisme d'intérêt général qui le conservera sur le très, très long terme. Pour d'autres, c'était, par exemple, au moment de la transmission de l'entreprise, parfois des enfants qui ne souhaitaient pas reprendre l'entreprise ou certains qui souhaitaient la reprendre, mais avec un poids financier ou bien psychologique de la reprise d'une entreprise. Et donc, la fondation actionnaire était une modalité intéressante puisque ça permet d'alléger les droits de succession sur la part qui est donnée à la fondation. Et enfin, pour certains, c'était vraiment important de créer une fondation actionnaire pour véritablement sanctuariser et pérenniser l'entreprise, l'emploi, le territoire, l'emploi et le capital sur le territoire pour éviter de se faire racheter, notamment par exemple par des gros groupes internationaux qui viseraient à délocaliser une partie de l'activité. Et donc, je vous ai préparé quelques exemples qu'on a accompagnés qui sont assez intéressants et qui sont assez divers. Le premier, par exemple, c'est le CETI. C'est une entreprise qui fabrique des portes et des fenêtres en bois et qui est basée à Nantes. Et donc, on a accompagné Yann Roland, qui est l'ancien dirigeant du CETI, qui a transmis 35% des titres qu'il avait à titre personnel à une fondation actionnaire qui a été créée à ce moment-là, qui s'appelle Superbloom, et qui, du coup, maintenant est actionnaire à 35% du CETI, aux côtés de collaborateurs. Donc, c'est assez intéressant, puisqu'il y a 33% du capital qui est détenu par des collaborateurs, et surtout de 3 fonds d'investissement assez engagés, mais quand même une présence assez intéressante de fonds qui ont accepté la présence d'un investisseur, finalement pas comme les autres, qui était le fonds Superbloom,
qui, lui, agit afin de vraiment garantir les valeurs du CETI et notamment sa qualité juridique de société à mission, puisque le CETI, c'est la première société à mission qui est détenue majoritairement par une fondation actionnaire. Et à l'inverse, Superbloom va donc mener une mission actionnaire, une mission philanthropique, puisqu'évidemment, un fonds de dotation est obligé d'avoir une action philanthropique. Et donc, dans le cas de Superbloom, c'est un budget annuel d'environ entre 800 000 et 1,5 million d'euros pour financer des projets autour de l'éducation alternative et des femmes en situation de précarité. On a un autre exemple, Monin, par exemple, qui est un groupe qui est basé à Bourges et qui fabrique des sirops et qui les distribue beaucoup à l'international. Et donc là, on a accompagné Olivier Monin, qui a récupéré cette entreprise qui a été créée par son grand-père, qui était dans une phase de transmission de son entreprise et qui souhaitait pérenniser ses engagements environnementaux, notamment la préservation de l'eau et l'idée de réduire au maximum l'eau qui est utilisée dans la fabrication de ces sirops. Et donc, se posant la question de la transmission de ces engagements très forts qui étaient présents déjà chez son grand-père, il a souhaité créer la Monin Foundation, qui est une fondation qui détient 33% du groupe Monin et qui va financer ensuite des projets en France et à l'international autour de l'agroforesterie, de la préservation de l'eau. Ils ont notamment acheté une forêt près de Bourges qui va mettre en place des projets d'agroforesterie à l'échelle vraiment très locale, en impliquant les collaborateurs, en impliquant les familles des collaborateurs, les associations locales qui sont présentes autour du Cher, pour s'engager très concrètement sur leur forêt. Donc là, c'est un exemple complètement différent avec un actionnariat qui est extrêmement familial. Donc voilà, la Fondation Monin qui détient 33% du capital et tout le reste qui est détenu par des actionnaires familiaux. Un exemple encore bien différent, c'est Case Group, peut-être que vous en avez entendu parler. Edouard Sauer est intervenu dans le cadre d'un article qui est sorti dans Le Monde il y a à peu près 2 semaines. Et donc là, c'est un groupe de BTP qui est basé en Alsace. Et donc eux, depuis toujours, en fait, ils questionnaient un peu la place de l'héritage. Ils ont hérité finalement cette entreprise de BTP de leur père et ils se posaient la question un peu de leur légitimité de récupérer cette entreprise, de diriger cette entreprise familiale. Et donc, ils se posaient à la fois des questions, ils ont des jeunes enfants et ils questionnaient un peu l'héritage. Ils questionnaient également le fait que, voilà, ils ont réussi à faire fleurir leur entreprise grâce à leur territoire alsacien. Et donc, ils ont toujours souhaité redonner au territoire parce qu'ils trouvaient que l'entreprise avait beaucoup bénéficié des conditions assez favorables. Et donc, ils ont créé un fonds de dotation en 2021 qui s'appelle le Fonds de dotation KS Group et qui est devenu finalement maintenant actionnaire à 5% de KS Group. Et l'objectif, c'est une dépossession progressive du capital au profit de ce fonds de dotation pour que dans 10 ans, ce fonds devienne majoritaire au capital de KS Group. Et lui, ce fonds va financer des projets autour de l'inclusion de personnes en situation de handicap et de la protection de l'environnement, notamment en Alsace. Et un dernier exemple qui était assez intéressant à vous partager, c'est le fonds de dotation multi-actionnaire Biopérinis. Donc là, c'est un exemple complètement différent de 4 petites entreprises de la bio qui, en fait, finalement, ont décidé de se regrouper et de créer un fonds de dotation actionnaire parce qu'elles faisaient voilà, face à des convoitises, des offres de rachat, et elles avaient peur qu'elles se fassent racheter et que leur valeur initiale soit un peu dévoyée. Et donc, elles ont créé ce fonds qui a voilà, un droit d'objection, qui possède une partie du capital de leur entreprise et qui se positionne sur des enjeux de délocalisation, d'abandon, par exemple, de la qualité du bio, de cession, par exemple, à un groupe plus conventionnel et qui va s'engager à défendre les valeurs des dirigeants. Et donc là, maintenant, c'est intéressant parce que dans un contexte plus difficile que connaît le secteur de la bio à l'heure actuelle, c'est devenu moins un objet pour défendre face au convoitisme, mais plutôt un vecteur de solidarité parmi ces petites entreprises de la bio qui connaissent des difficultés économiques, mais qui, du coup, finalement, maintenant, vont partager des bonnes pratiques et se fédérer ensemble. Et donc voilà, vous voyez que, alors là, c'est vraiment des petites actions, mais avec un droit d'objection présent au sein des pactes d'actionnaires de ces entreprises qui leur permet voilà, d'asseoir véritablement la défense d'un certain nombre de valeurs et d'engagements liés à l'agriculture biologique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rodolphe, que Profil a accompagné dans la création de sa belle fondation actionnaire, le Fonds Demain sur Terre, et qui va vous parler, lui, justement, de ses motivations, les difficultés qu'il a pu rencontrer, ses motivations. Merci Théa. En fait, tu as bien résumé à peu près toutes les notions qui correspondent à la fondation actionnaire que j'ai découvert il y a 4-5 ans. Alors moi, j'ai créé le groupe, je ne l'ai pas hérité, j'ai créé un groupe qui s'appelle Maison dans le domaine, qui compte une trentaine d'établissements, qui est un réseau de boulangeries-pâtisseries, principalement à Paris, proche banlieue et au Japon.
Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai embrassé des sujets. Je suis rentré par l'assiette sur les grands enjeux du 21e siècle, notamment tout ce qui est CO2, éthique animale, impact de l'assiette sur la biosphère. Et j'ai décidé de transformer un petit peu les modèles de l'entreprise en transformant ou en faisant naître des entreprises différentes au sein du groupe. Donc, j'ai fait naître des entreprises qui impactaient moins la biosphère. On ne va pas parler des sujets, enfin de l'impact aujourd'hui, de la façon de se restaurer sur la biosphère, mais moi j'appartiens à une industrie qui est prépondérante sur l'impact qu'elle peut avoir sur les écosystèmes, c'est la façon dont on se restaure. Et d'abord, j'ai commencé par transformer à l'intérieur du groupe mon modèle et faire naître des projets qui étaient en lien avec le régime que j'avais adopté il y a une dizaine d'années, qui était un régime d'abord végétarien, ensuite végétalien. J'ai fait naître une start-up qui s'appelle Yumgo, et puis plus récemment, il y a 4-5 ans, un réseau de boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Len Monkey, qui est 100% végétalien et qui a pour but de faciliter une transition vers une alimentation un peu plus végétale, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 40% des gestes éco-citoyens, c'est la façon dont on se restaure. Donc ça a commencé comme ça, l'histoire, il y a une dizaine d'années, en prenant conscience de ces grands enjeux-là et dans mon industrie, d'avoir envie d'impacter positivement via mon entreprise les communs, enfin la société. Et puis de fil en aiguille, j'ai décidé de donner d'abord, tout bêtement, en fait, comme beaucoup le font, de faire des dons défiscalisés à des associations qui soutenaient la protection du vivant d'abord ou qui œuvraient pour la transition vers une alimentation plus végétale. Et puis, les business que j'ai créés ont fonctionné. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller encore plus loin, de maximiser mon impact et d'être encore plus en cohérence avec le sujet que je portais. Alors, comme je crée de la valeur avec ces nouvelles sociétés qui étaient en train de se développer, j'ai eu envie de porter des échelles sur des initiatives sur le territoire qui sont passées par la protection du vivant en rachetant des grandes surfaces que je laissais en libre évolution, bien inspirées par les travaux, peut-être que vous connaissez, de Morisot ou de Gilbert Cochet qui prônent la protection du vivant par le réensauvagement, par des zones de libre évolution. Et du coup, j'ai décidé avec mes fonds, mes deniers personnels, tout bêtement, de racheter des grandes zones et les laisser en libre évolution avec un projet pilote en Normandie sur 200 hectares, avec l'idée un petit peu utopique et saugrenue de se dire que je pouvais utiliser une partie des fonds de la boîte pour faire ma part, alors transformer d'abord mon modèle et ensuite, avec une partie des ressources, les utiliser pour servir ce projet de protection du vivant. Parce que vous l'avez bien compris, c'est les sujets qui m'animaient énormément. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré donc Virginie Segers de Profil qui m'a fait découvrir ces fondations actionnaires. Et là, j'ai découvert tout ce nouvel outil en tant qu'entrepreneur qui pouvait rapprocher en fait la philanthropie avec le monde des affaires. Et moi, j'avais toujours un peu cette sensibilité en tant qu'entrepreneur de me poser la question bête et méchante de me dire que l'entreprise pouvait être autre chose qu'une juste une organisation humaine à but lucratif et qui avait pour vocation seule de créer de la valeur. Et j'ai toujours été un peu animé par se poser la question si l'entreprise pouvait pas être autre, quelque chose d'un peu plus protéiforme, qui vienne apporter une réponse soit sociétale, soit environnementale. Et moi, quand j'ai découvert cet outil des fondations actionnaires, bah, ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, je réconciliais un peu deux mondes qui semblent sur le papier s'opposer, mais moi qui m'animait énormément, c'est de maximiser en quelque sorte mes impacts sur les communs, des impacts sociétaux, et en même temps continuer à porter des projets entrepreneuriaux qui soient bien sûr en lien avec les sujets que je défendais. Et du coup, de fil en aiguille, eh bien, j'ai eu envie d'étudier cette possibilité via le fait de céder une partie du capital, donc comme l'expliquait tout à l'heure Théa, dans un fonds de dotation et de pouvoir comme ça mener des projets qui soient plus en lien et de voir en fait si c'était finalement une utopie ou s'il était tout à fait possible et envisageable de mélanger l'eau et l'huile parce que sur le papier ça semble impossible. Et du coup c'est ce qu'on a fait et comme l'expliquait tout à l'heure Théa, en fait ce qui nous permet maintenant à l'entreprise, c'est de pouvoir porter des projets encore plus ambitieux. Moi j'ai cédé 20% des titres de la société qui chapeaute Len Monkey du fonds de dotation, mais par contre, on flèche 80% de la valeur qui est créée de la holding vers le fonds de dotation. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut décider, comme le disait tout à l'heure Théa, c'est d'y aller de crescendo, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible, mais de pouvoir flécher une partie de la création de valeur vers le fonds de dotation qui soit pas forcément au prorata des titres qu'on possède. Moi, j'avais déjà, d'une certaine façon, réussi avec Maison Landmen financièrement. Et en fait, j'ai créé cette marque et les autres marques
avec l'envie très forte de porter des projets très proches de ceux de Patagonia et Novo Nordisk, enfin toutes les boîtes qui ont été citées précédemment, qui m'animaient énormément et de me dire que l'entreprise pouvait être autre chose qu'une organisation prédatrice, mais qu'elle pouvait être un moteur et participer à tous les grands enjeux et les grandes problématiques du XXIe siècle et de s'en servir plutôt comme un vecteur, comme un catalyseur, comme un outil qui allait accélérer la transition vers tous les sujets qui nous animent et dont on parle régulièrement. Donc voilà comment ça s'est fait crescendo. Donc aujourd'hui, la holding qui chapeaute Lennon Monkey, comme je le disais, a cédé 20% des titres. Elle va monter petit à petit, elle va céder petit à petit plus de capital au fonds de dotation. Et d'une certaine façon, l'entreprise continue donc à grandir et le fonds de dotation collecte chaque année plus de ressources pour mener des projets de plus en plus ambitieux qui sont en lien avec la protection du vivant de deux moyens, puisqu'on est à la fois collecteur et redistributeur, qui est la protection du vivant sous deux formes, comme je le disais tout à l'heure. Le soutien à des associations, donc on soutient une vingtaine d'associations qui œuvrent pour la protection du vivant, et de façon plus forte sur les territoires, l'acquisition de grandes surfaces qu'on laisse en libre évolution et qu'on vient auditer avec des naturalistes, des scientifiques, des ornithos, etc. Et tout à l'heure, on parlait de Monin. On a fait acheter il y a 3-4 mois Olivier Monin 150 hectares pour qu'il les renature, qu'il les sanctuarise. Et on l'a un petit peu acculturé à ces sujets-là. Et la mission du fonds de dotation Demain sur Terre est la protection du vivant. Mais ce qui est extraordinaire, je trouve, dans cet outil de la Fondation Athener, c'est que la raison d'être peut être diverse et variée. Ça peut être la réinsertion sociale, l'équité homme-femme. Chaque entrepreneur a sa sensibilité sur les sujets qui l'animent et peut venir maximiser son impact via son entreprise au profit d'un sujet qui, lui, particulièrement l'anime. En l'occurrence, moi, c'était la protection du vivant sous toutes ses formes, mais ça peut, comme je le disais à l'instant, plein de causes qui viennent permettre de faire société et de rendre service au commun. Donc voilà, donc tout a été résumé tout à l'heure. J'ai envie de dire que la fondation actionnaire, c'est quand un entrepreneur a envie d'aller plus loin, qui se rend compte que finalement, il est heureux avec ce qu'il a et qu'il a envie de mettre ses services, de mettre ses entreprises au service d'une cause qui lui semble plus noble, plus grande, et qui permettent de maximiser son impact et de mener des projets qui sont pas forcément en lien avec la création de valeur, mais qui sont en lien avec d'autres sujets. Donc, nous, ça passe aussi par un rapprochement très fort des équipes philanthropiques et des équipes business sur le modèle un peu de Novo Nordisk que j'avais étudié ces derniers semestres, où en fait, quand on va faire des COMEX et des CODIR, par exemple, on rapproche les équipes philanthropiques des équipes business et ça permet de créer des passerelles entre ces deux mondes. Et les équipes philanthropiques se rendent compte que c'est pas si simple de gagner de l'argent et respectent l'argent qui est collecté pour mener des projets. Et les équipes business se rendent compte qu'il y a une partie significative de la valeur qui va vers des projets qui sont d'intérêt général et qui donnent complètement plus de sens à leur travail au quotidien. Donc, ça permet aussi de fédérer des profils sophistiqués, forts, de leur donner une raison de se lever le matin et de créer de la valeur, parce qu'ils se rendent compte que finalement, le projet entrepreneurial va bien au-delà de la pure création de valeur. Donc, voilà ce qu'on fait à l'intérieur du groupe. Il y a des sujets de transmission et des sujets de gouvernance qu'on ne va pas adresser là parce qu'ils sont très protéiformes, ils dépendent de chacun, ils sont très dépendants de la situation de chaque profil. Mais ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est comme on vient sanctuariser une partie du capital à l'intérieur du fonds de dotation qu'on ne peut pas racheter, et on sanctuarise un projet à long terme. Et moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que quand on passe la main, ou quand on décède, ou quand les enfants reprennent, ou quand on vend la boîte, si le fonds de dotation est majoritaire, il peut avoir un droit de vote et faire en sorte que les projets qui soient portés par l'entreprise soient en cohérence avec la vision philanthropique du groupe, exactement comme l'a fait Mediapart ou comme l'a fait pas The North Face, mais Patagonia, en structurant comme ça la passation pour qu'on puisse pérenniser la mission de l'entreprise dans le temps. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça et résumer juste en disant que sous bien des aspects et à bien des égards, cet outil est un outil qui, à mon avis, sous-pondéré en France, largement utilisé dans les pays scandinaves et dans les pays anglo-saxons et en Allemagne,
et qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'en fait, ça semble comme ça techniquement un peu complexe, mais en fait, c'est ultra simple. Et si on devait résumer en en une phrase, ça serait maximiser notre impact sur des sujets qui nous animent tous en tant qu'êtres humains et se servir de l'entreprise comme levier pour porter ces sujets-là à des étapes et à des niveaux supérieurs. Super, merci beaucoup Rodolphe. J'avais quelques questions, mais tu y as répondu quasiment à chaque fois. Merci, un grand merci. Effectivement, enfin, c'est vrai que vu que le modèle est peu diffusé en France, enfin, en tout cas encore très méconnu, je trouvais ça intéressant que tu rebondisses sur le fait que c'était très facile finalement de le faire. Et donc, du coup, c'est pas à ce niveau-là que se situent les freins. Et donc, je pense que du coup, l'exercice qu'on fait aujourd'hui est un très Le, bon exercice. ouais, le seul frein, il est psychologique. Le seul frein, il est de se dire, je passe le pas de me déposséder d'une partie du capital. C'est juste ça. Le reste, c'est très facile et c'est formidable. Et je peux vous dire que ça anime les équipes qui se sentent beaucoup, surtout j'ai envie de dire les CSP+, hein, les fonctions support qui se sentent beaucoup plus animées de rejoindre des entreprises qui ont envie de donner une nature un peu plus protéiforme à l'entreprise. C'est une nouvelle façon de concevoir le monde de l'entrepreneuriat, il me semble. Super. Merci beaucoup. Merci Rodolphe. Maïka, est-ce que tu es avec nous? Je ne te vois pas encore sur Ouais, le je petit suis écran. là. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Maïka Nuti. J'ai aidé à lancer la Climate House. Mais accessoirement, j'ai été déléguée générale d'une des premières structures accompagnées et faisant partie du mouvement de facto qui s'appelait Ulteria. Et donc, j'ai pu vivre la compostabilité d'un fonds de dotation actionnaire. Donc, je fais partie des personnes qui ont vécu aussi les limites des fondations actionnaires. On ne va pas en parler là, mais elles existent. Donc aujourd'hui, Ulteria n'existe plus, mais en tout cas, nous, on a monté la Climate House. Pour ceux qui ne connaissent pas, et donc je suis assez fière parce qu'aujourd'hui, autour de la table, entre Sarah, Fanny et Rodolphe, on a quand même 3 cofondateurs de la Climate House. Donc, il faut savoir que la Climate House, c'est avant tout un projet collectif d'entrepreneurs engagés qui ont très envie, justement, collectivement, de faire avancer ces sujets. Et donc, assez naturellement, quand on a commencé à lancer le projet de la Climate House, on s'est posé évidemment la question de comment on peut gérer une SAS avec 170 cofondateurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont 170, et les enjeux de gouvernance ont été assez rapidement sur la table de dire, mais comment on gère la puissance de 170 entrepreneurs autour de la table. Ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est posé la question de se dire comment la Climate House, qui est une SAS, on s'est posé la question vraiment, et je rebondis sur ce qu'a dit Rodolphe, sur est-ce que Climate House devait être une association, parce que c'est un projet d'intérêt, non pas général, mais en tout cas collectif et sociétal. Et en fait, on s'est dit, non, il faut absolument monter une SAS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs aiment les SAS, savent les gérer, sont hyper à l'aise, mais comment, à partir de ce parti pris de monter une SAS, on la faisait évoluer pour que justement réconcilier l'intérêt général et l'intérêt économique. Donc, on a fait ça avec la Climate House, et là, on décide d'aller plus loin en montant donc une fondation actionnaire, et à l'origine, ça devait être la fondation actionnaire de la Climate House. Et assez rapidement, on s'est dit, mais en fait, et Rodolphe l'a très bien dit, il y a quand même un besoin, une envie, en fait, de promouvoir ces véhicules-là, et on a décidé de monter le fonds de dotation Zoikos en fonds de dotation multipartie prenante, c'est-à-dire donner la possibilité à des entrepreneurs qui veulent passer le pas, ou en tout cas de tester le modèle, de donner une action à Zoikos pour justement expérimenter et être rassuré et vivre en live ce que c'est que de donner à un fonds de dotation actionnaire, donc d'apprendre en expérimentant pour peut-être après passer le pas de la fondation actionnaire. Aujourd'hui, Zoikos donc, est pré-lancé demain. Donc, on recherche les cofondateurs. Donc, la particularité de Zoikos, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul Rodolphe, il y en a plein. Et que le but du jeu, c'est vraiment une aventure collective de se dire comment on rassemble la puissance de plusieurs entrepreneurs qui donnent chacun d'entre eux entre une part et plusieurs parts ou plusieurs pourcentages
pour collectivement créer un véhicule puissant de recherche-action sur ces sujets de philanthropie. 3 sujets sur Zoikos. Le premier, c'est justement comment on va travailler ce sujet de gouvernance, quelle représentation de l'intérêt général on peut mettre au sein d'une gouvernance de capitalistique. Donc, typiquement, une des cofondatrices, c'est Marine Calmet. Donc, Marine Calmet, qui est spécialiste en fait de la représentation du vivant au sein de l'entreprise et des espaces de gouvernance. Donc, on a pas mal de cofondateurs comme ça qui justement viennent tester, viennent nourrir en fait ce sujet de la fondation actionnaire pour pouvoir vraiment étudier l'état de l'art expérimental de ce projet-là. Donc voilà, donc lancement demain, si vous êtes intéressé, bienvenue. On cherche des cofondateurs, que ce soit systémiques, scientifiques ou entrepreneuriaux. Et voilà, je vais laisser la parole à Sarah pour toute question. Sarah, tu es là. Oui. C'est bon. Peut-être que, effectivement, les questions que moi je m'étais posées en préparant cette masterclass, c'est peut-être dans quel cas une fondation actionnaire, quand on est entrepreneur, dans quel cas c'est pertinent, à quel moment on se pose la question de savoir s'il faut qu'on en monte une ou pas. Est-ce qu'il y a des périodes de vie de l'entreprise où c'est plus pertinent que d'autres? Et je ne sais pas si Rodolphe, toi, tu as une idée de à Ouais, quel moment alors tu je vais t'es posé la répondre, ouais. question. Alors je trouve que c'est assez générationnel. Je vois les jeunes, par exemple, qui sont très actifs sur ces modèles un peu nouveaux et moins réac entre guillemets, c'est-à-dire moins averses à monter des modèles différents. Pourquoi? Parce qu'ils se projettent déjà dans un monde à J plus 30 ans, donc c'est pas du tout la même variable quand tu te projettes dans un monde à J plus 30 ans, et qui veulent se servir de l'entreprise pour lui donner, comme on disait tout à l'heure, une forme un peu différente et se sentir acteur et proactif via leur entreprise et non pas en tant que citoyen et adresser les grands sujets du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, en tant que citoyen, se changer et adopter d'autres réflexes qui sont en lien avec les grandes problématiques, hein, être plus sobre, moins prendre l'avion, changer son alimentation, enfin, je sais pas, que sais-je, il y en a beaucoup. Et en même temps, on peut donner une autre aspérité via son entreprise et lui donner quelque chose qui est comparaison n'est pas raison. Tu peux pas comparer les entreprises du 21e siècle avec aujourd'hui parce que les enjeux sont pas les mêmes. Et du coup, l'idée qui est belle là-dessous, c'est de se servir finalement, un peu comme l'aïkido, de ce qui a été un peu détruit les écosystèmes, puisque 75% de la valeur créée dans le monde, elle est basée sur des écosystèmes en bonne santé. Donc en fait, on crée de la valeur dans le monde grâce à des écosystèmes en bonne santé qui sont en train de souffrir de notre impact mortifère via notre façon d'habiter le monde et du coup de se servir donc de ces entreprises, de ces organisations humaines à but lucratif et d'essayer de les transformer en des modèles qui soient plus durables. C'est ça en vérité qu'on est en train de faire. Et même si les modèles ne sont pas forcément parfaits, ben, j'ai envie de dire tous les entrepreneurs savent avancer dans des zones un peu nébuleuses et dans des sujets qui sont pas parfaits. Et en fait, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Et voilà, je m'égare un peu, mais juste pour dire que le modèle n'est pas complètement finalisé, mais il a comme mérite d'essayer d'embrasser des sujets qui ont des sujets nouveaux de durabilité. Et je pense donc que les jeunes générations sont plus acculturées et ont plus envie de ça. Et je ne crois pas qu'il y ait de maturité. Je pense que Olivier Monin, quand il l'a fait, il faisait 700 millions d'euros. Et à la Climate ou chez 50, on voit des startups qui se montent et qui font zéro de chiffre d'affaires et qui d'emblée mettent une grande partie du capital dans un fonds de dotation. Voilà, parce qu'ils se disent si ça marche, j'ai envie de maximiser mon impact et que mon entreprise soit autre chose qu'un véhicule qui va permettre de m'enrichir et d'enrichir des actionnaires. Ouais, merci Rodolphe. Et moi, je veux bien rebondir. Je pense qu'il y a vraiment 2 types. Alors après, il y a tout, comme disait Rodolphe, chaque entrepreneur a sa spécificité. Je pense que ce qui est important avant tout, c'est de bien cadrer l'intention. Et encore une fois, pour avoir vécu une aventure tumultueuse, l'intention est très, très importante quand on commence cette aventure-là, et Rodolphe le disait. Pour moi, il y a quand même vraiment deux typologies. Il y a vraiment ces entrepreneurs qui arrivent un peu à la fin de cette vie entrepreneuriale et qui ont très envie de se poser la question de la transmission,
Et ce moment-là est assez structurant pour un entrepreneur de se dire est-ce que je revends, est-ce que je lègue à mes enfants, et souvent la fondation actionnaire est une réponse Nini de Normand de je veux assurer une structure qui justement assure la mission et la pérennité de la boîte sans en prenant en compte des enjeux de partage de valeur. Donc ça, il y a la première, et je pense que Théa, tu peux aussi rebondir parce que c'est vraiment la majorité, je dirais, ou en tout cas du début comment s'appelle, du groupe de facto, du collectif de facto. Et comme disait Rodolphe, là, on a une toute nouvelle génération d'entrepreneurs engagés qui ont très, très envie justement de monter des modèles hybrides. On a eu l'entreprise à mission qui a eu une très, très belle presse ces dernières années, mais c'est vrai que beaucoup veulent aller plus loin que l'intentionnalité de l'entreprise à mission, puisque l'avantage du véhicule, l'avantage ou en tout cas la force du véhicule de la fondation actionnaire, c'est que c'est légal et fiscal. Donc à un moment, ce n'est plus une question de déclaration d'intention, c'est structurel, et donc on voit très très bien que c'est très puissant quand on veut vraiment ancrer ces enjeux de gouvernance et de partage de valeur. Donc, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ou nous en tout cas, qu'on voit aussi dans la Climate House et Zoikos, c'est ce questionnement de beaucoup sur la gouvernance et comment intégrer la nature, l'intérêt général dans les décisions stratégiques du modèle de business et économique. Ouais, Théa, je te laisse le... Ouais, je rejoins complètement ce que tu as dit, Maïka, et ce que tu as dit, Rodolphe. On voit beaucoup, nous, chez Profil, des entreprises qui décident, en fait, assez nativement, assez rapidement de se lancer et d'adopter, justement, dans cette logique d'aligner finalement leur capital avec leur intention déclarative, comme tu le disais, Maïka, et qui décident, du coup, assez nativement d'y aller. C'est l'exemple, par exemple, de Fratry. Après, nous, on voit aussi la situation d'entreprises qui deviennent assez matures, qui ont une certaine robustesse économique. Parce que, comme tu le disais, Maïka, il ne faut pas oublier que la fondation actionnaire, ce n'est pas non plus la panacée qui va résoudre tous les problèmes, notamment si on a des difficultés économiques. La fondation actionnaire, voilà, reste un actionnaire qui va tenter le tout pour le tout, mais qui ne va pas pouvoir voilà, lutter contre les défaillances d'un modèle économique, par exemple. Donc, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui veulent créer une fondation actionnaire quand elles ont atteint certaine maturité économique, qu'elles dégagent des dividendes et qu'elles se posent la question finalement de la redistribution économique, de redonner à leur territoire, de redonner à l'intérêt général. On voit évidemment le cas de la transmission d'entreprise, c'est ce qu'on évoquait avec des entreprises par exemple comme Monin, etc. Et enfin, le dernier cas qu'on voit beaucoup maintenant à l'heure actuelle, nous, chez Profil, c'est le cas d'entreprises qui décident finalement d'aller ouvrir leur capital, d'aller faire rentrer des investisseurs et qui se posent la question de qu'est-ce que je suis prêt à perdre et qu'est-ce que je veux garder. Quel type d'actions j'ai envie de garder, quel type de décision j'ai envie de garder, quel type de droit de veto, par exemple, j'ai envie de garder quand je veux faire rentrer des fonds d'investissement au capital. Et là, dans ce cas-là, la fondation actionnaire est particulièrement intéressante parce que, comme tu le disais, Rodolphe, c'est possible de dissocier des droits aux dividendes et des droits de vote au sein d'une fondation actionnaire. Et certaines, par exemple, vont faire le choix d'accorder des droits politiques qui vont être renforcés, donc par exemple un droit de veto sur certaines grosses décisions hyper stratégiques, qui font que même si la fondation ne va pas détenir énormément voilà, un pourcentage très important de capital, elle va pouvoir avoir un droit de veto sur des décisions hautement stratégiques, elle va pouvoir s'opposer à des décisions qui vont être proposées par des fonds d'investissement, par exemple. Et donc, on voit beaucoup ce cas de figure apparaître en ce moment. Donc voilà, ça permet de compléter un peu. Et donc, finalement, à ta réponse, Sarah, sur à quel moment de la vie de l'entreprise la fondation actionnaire est pertinente, je dirais un peu à tous les stades, de manière très native au début, quand on a envie d'envoyer un signal, quand on a envie d'ouvrir son capital un peu plus tard, quand on a envie de redistribuer parce qu'on a pas mal de dividendes et qu'on a envie de partager, et enfin dans la phase de transmission et de pérennisation des valeurs et de la mission fondatrice. Donc c'est pour ça que cette fondation actionnaire, elle est vraiment intéressante à tous les égards. Super, merci beaucoup à tous les trois. Je vois qu'il y a une main levée, David. Est-ce que Oui, tu souhaites poser une question ou rebondir peut-être? oui, c'est une question de débutant. Merci d'abord pour tous les témoignages. C'est toujours très intéressant d'apprendre les faits réels. La fondation actionnaire, très bien, mais c'est des gens à l'intérieur. Comment sont-ils récompensés de leurs bonnes œuvres? Ça prend sûrement du temps de s'intéresser à tous ces sujets complexes.
Je me pose la question en fait de la pérennité d'une fondation actionnaire elle-même. Et je me pose également la question de est-ce qu'il existe des fondations actionnaires qui serviraient finalement, je sais qu'il y a la Purpose Foundation qui fait un peu ça, mais est-ce que c'est pas le bon modèle en fait d'être un peu multi-entreprise, multi-casquette pour justement être moins fragile? Je sais pas, voilà, j'ai des questions très basiques. Ouais, moi, je veux bien rebondir, puisque merci beaucoup, David. Et c'est vraiment aussi l'intention de Zoïkos, c'est de se dire à partir du moment où c'est une structure qui est montée non par un entrepreneur ou par une entreprise, mais vraiment par un collectif, de se détacher justement de cette intention primaire d'un entrepreneur. Donc, c'est aussi d'aller tester le fait qu'une structure soit montée dans la seule et unique intention d'être une fondation actionnaire multipartie prenante et de se dire si jamais il y a quelqu'un qui s'en va. Donc, c'est d'assurer, je dirais, de garantir en fait, je vais pas dire de garantir la neutralité justement, dans la gouvernance et deux, dans la redistribution des dividendes et une stabilité, une pérennité de par le fait qu'à terme, le but du jeu, c'est d'être multi-partie prenante. Donc oui, c'est un des éléments importants dans la fondation actionnaire, mais je vais laisser Théa peut-être rebondir aussi, c'est que oui, effectivement, on n'a pas 5 générations de recul sur les fondations actionnaires et que nous, en tout cas, avec Zoico, c'est aussi ce qu'on essaye de proposer, c'est comment on s'organise pour en faire évidemment quelque chose de pérenne, comme l'a pu être la Fondation de France versus des fondations individuelles qui, à un moment dans la gouvernance, dans un manque d'intérêt de famille, de transmission, etc., sont peut-être moins animées. Mais très juste réflexion. Je ne sais pas, Théa, si tu veux. Oui, c'est d'ailleurs, on a un correspondant européen justement de De facto qui est la Purpose Economy en Allemagne, qui du coup monte ce modèle et qui eux-mêmes en fait se posent beaucoup de questions à l'heure actuelle. Enfin voilà, ça marche super bien, mais en fait ils se disent, ça marche très bien à la génération 1. Comment faire en sorte que la gouvernance reste pertinente et comment avoir les bonnes personnes dans 10, 20, 30, 40, 50 ans quand on a un écosystème d'entreprises qui nous ont fait une confiance monumentale, comment rester voilà, toujours à même. Donc, c'est des questions que tout le monde se pose. Mm. C'est vrai que pour répondre à votre Moi, je, question, David, aussi, vous demandiez peut-être, je termine après Rodolphe, je vous passe la parole. Effectivement une fondation, c'est d'intérêt général. Donc, on ne peut pas rémunérer les administrateurs qui siègent au sein du fonds de dotation. On peut avoir une petite indemnisation. Mais sinon, finalement, c'est pas non plus un engagement qui est si colossal. Souvent, les dirigeants font appel à des personnes de leur cercle rapproché, des personnes qui sont compétentes d'un point de vue philanthropique, donc des experts, par exemple, sur des sujets d'agroforesterie, d'eau, d'insertion professionnelle, selon le secteur d'activité et la mission philanthropique de la fondation. Et c'est souvent aussi beaucoup des pairs et des très proches qui ont beaucoup accompagné la création même de l'entreprise, qui sont parfois des conseillers. Et donc, finalement, c'est aussi voilà, cette volonté de contribuer à la transmission, à la pérennisation de cette entreprise sur le plus long terme. Peut-être, Rodolphe, tu peux nous parler du fonds Demain sur Terre non, et non, ouais, comment c'est ça... ça que je voulais dire. Ouais. Oh, non, ouais, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas, faut pas s'imaginer que c'est forcément un centre de coût. Ça peut vraiment être juste une capsule qui collecte une partie de la valeur et qui n'a pas une équipe dédiée à la façon dont on va employer cette valeur-là. Ça pourrait être une coquille qui collecte la valeur et qui redistribue, qui collecte et qui redistribue à des associations. Elle n'est pas obligée de mener des projets avec une équipe humaine dédiée. Donc ça dépend du niveau d'implication de l'entrepreneur sur les sujets qui l'animent, premièrement. Sur le deuxième sujet de la pérennité, je trouve que c'est quand même sage de se dire que si le projet tient 2 décennies, c'est déjà pas mal par les temps qui courent post-mortem de faire durer un projet, aller 2 décennies, parce que en fait, les sujets de gouvernance, ils partent en arborescence dans tous les sens et en fait, on peut pas s'imaginer pérenniser aujourd'hui à la vitesse à laquelle les sociétés se transforment et à la vitesse à laquelle le monde change, de pérenniser un projet comme avant sur 40 ou 50 ans. On n'est plus dans ces modèles-là. Donc en fait, moi, je vous parle juste de ma propre expérience. Je me suis dit que passer la main de quelque façon que ce soit, si le projet dans sa globalité tient 20 ans, ce sera déjà pas mal.
Et après, j'ai envie de dire, faisons confiance aux générations suivantes pour prendre les bonnes décisions, comme nos arrière-grands-parents nous ont fait confiance pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, donc ça, pour résumer, c'est pas forcément un centre de coût. Euh, Comme le disait Théa, moi j'ai des administrateurs qui sont dédiés sur ces sujets-là, qui sont très compétents et qui apportent au projet, qui adorent. Perrine, par exemple, Perrine Dubec-Éloin, qui est vice-présidente du fonds de dotation, elle m'a dit oui, elle n'est pas rémunérée parce qu'elle apporte sur tous les sujets agro et d'autres. Voilà, donc dans les administrateurs, c'est vraiment des sujets, des profils qui vont être très animés par avoir envie de mettre une partie de leur temps à dédier leur temps à ces projets-là, qui sont pas très chronophages, on va pas se mentir. Mais après, ça dépend du niveau d'implication et du niveau et de la somme collectée aussi par le fonds de dotation, si c'est en millions d'euros ou en dizaines de milliers d'euros. Parce qu'en fait, l'idée générique, c'est l'idée générique qui est belle. C'est la multiplication de millions d'entreprises qui feraient la même chose, qui font qu'il y a un impact à la fin sur la société. Et c'est de se dire, moi j'aime beaucoup l'idée qu'avait balancé la Maïf sur le dividende écologique et qui parlait de 20% qui irait pour la transition agroécologique, la transition énergétique, etc. Moi, j'aime bien, c'est-à-dire que collectivement, si tout le monde fait sa part, et en partant du postulat que l'entreprise gagne de l'argent, bien évidemment, comme le disait Maïka, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne fait pas de philanthropie si elle ne gagne pas d'argent, et bien que tout le monde fasse sa part au prorata de ce qu'il peut gagner et voilà, c'est pas l'idée d'avoir une entreprise Superman à la Novo Nordisk qui redistribue des milliards, mais plutôt d'avoir des millions d'entreprises bénéficiaires qui fassent leur part. Je sais pas si c'est un peu. Oui, mais si la gouvernance est bien pensée, finalement, on le voit dans les exemples danois, allemands, des entreprises comme Bosch, Zeiss existent depuis la fin du 19e siècle, ont réussi à penser une gouvernance de leur fondation qui a permis, enfin, qui a réussi à être robuste et qui finalement a réussi à se renouveler. C'est aussi possible d'indiquer, par exemple, dans les statuts, non pas de manière nominative une personne, mais plutôt au titre de ce qu'elle représente. Par exemple, nous, on a une fondation qui a décidé de nommer à son CA un représentant du parc naturel régional du Médoc, parce qu'eux, ils sont présents dans ce territoire-là. Et donc, plutôt que nommer le président actuel, ils disaient qu'ils avaient envie, sur le très long terme, qu'un représentant du PNR Médoc soit présent au sein du CA, quelle que soit cette personne-là, Ouais. se Et disant là, qu'il faisait confiance. Et donc, c'est aussi une modalité intéressante. ouais, et je veux bien rebondir parce que c'est d'autant plus pérenne et d'autant plus stable que de nommer une personne, qu'elle soit d'intérêt général ou en fait, on a le même sujet de gouvernance qu'on soit d'intérêt général ou actionnarial. En fait, demain, si vous vendez des parts à quelqu'un, il n'est pas plus ou moins obligatoirement compétent. Quoi. Donc, le choix du successeur, qui soit d'intérêt général ou capitalistique, en fait, ça reste un sujet de n'importe quelle structure. Et la deuxième point, je voulais juste rebondir et je laisse la parole après. En revanche, et je pense que c'est important, et vraiment, je le dis avec beaucoup de respect, d'amour pour tous ces entrepreneurs engagés, la philanthropie reste un métier. Et on a un vrai sujet sur le fait qu'aujourd'hui, si tout le monde fait de la philanthropie à sa manière, ça peut déstabiliser vraiment un pays. Et ça, je pense que l'ADMICAL le dit très, très bien, etc. Donc, oui, lancez-vous. S'il y a des entrepreneurs, oui, lancez-vous. Attention, faire de la philanthropie. Et il y a un grand mouvement aujourd'hui qui existe en France qui s'appelle la philanthropie systémique. Je vous donne un exemple. Faire des appels à projets quand on a 10 000 euros et qu'on va chercher 300 associations qui font un appel à projet. Je ne le dis pas pour l'opération milliard, évidemment, mais c'est un métier que de financer des associations et de ne pas les déstabiliser. Donc, l'avantage du véhicule Fondation Actionnaire, c'est aussi d'être capable d'assurer une pérennité dans le financement de certaines structures. Et c'est pour ça que c'est important. Mais encore une fois, la philanthropie est un métier. Les associations ont besoin d'experts en financement. Et c'est aussi important, et c'est ce qu'on veut en tout cas porter nous chez Zoico, c'est aussi donner la possibilité à des entrepreneurs de s'adosser à des structures qui aujourd'hui rassemblent des experts en philanthropie systémique. On a encore deux questions. On n'est pas très loin de l'heure de fin. Je ne sais pas, est-ce que c'est OK pour vous, Maïka, Rodolphe, Théa, si on prend quelques minutes pour prendre les deux dernières questions avant de clôturer? Oui, c'est bon, bien sûr. OK, super.
Donc David et puis Argelis. Je vais très vite et pardon, c'est pas une question, mais votre réaction à ça sera sans doute très intéressante. En fait, il y a vraiment deux. Donc, c'est un peu mon métier hein, de gérer ce genre de truc. Euh, il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté faire de l'intérêt général, mais il y a un autre côté qui est le côté de la pérennisation à long terme. Et il faut savoir que ce mouvement, il est aussi venu de l'histoire de la démutualisation des coopératives. Les coopératives, petit à petit, après des générations de gens qui avaient tout donné, en fait, étaient rachetées par des boîtes qui n'étaient pas coopératives. Et on avait une reprivatisation d'un projet collectif et d'intérêt général. Donc, ce que vit le monde aujourd'hui, c'est une extraordinaire concentration de la richesse. Ce qu'il faut absolument essayer d'éviter, c'est que la totalité du capital productif se retrouve racheté par des très très puissants. Et c'est là que ce modèle est absolument fondamental. Et c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé, donc je me permets d'apporter le sujet. Ce qui est, bien sûr, c'est super de faire de l'intérêt général, bien sûr, c'est important de voir comment on fait sa transmission patrimoniale, successoriale. La plupart historiquement, des boîtes qui font du steward ownership, elles le font au moment de la succession des fondatrices, fondateurs. Mais il y a un enjeu sociétal fondamental à s'assurer qu'on ait des entreprises qui soient certes fédérées et fédérées avec des valeurs communes, mais pas contrôlées par des mêmes propriétaires. Et c'est en ça que des fondations, en tout cas des institutions non appropriables comme Purpose ou si j'ai bien compris comme Zoikos, c'est hyper important moi, ça fait 10 ans que je suis là-dessus, donc n'hésitez pas, on peut en reparler avec grand plaisir si vous avez besoin de soutien. Et j'ai dit merci. Merci David. Euh, ouais, Argelis. Ouais, je m'appelle David aussi. Bonjour, enchanté. Merci pour les contributions particulièrement utiles. J'ai une question au fondateur de Fondation Actionnaire. On envisage avec un collectif de monter une société qui fait de l'informatique, mais qui souhaite avoir un actionnariat Fondation Actionnaire. Et on envisage de lever des fonds sur des fonds d'equity qui font des startups du digital. Et l'idée de la fondation actionnaire, c'est pour garantir une pérennité de ce qu'on veut faire et que ça ne soit pas rachetable ou, enfin, par des acteurs toxiques au capital, donc d'assurer une continuité. Et donc, je voulais savoir si vous avez été confronté à des fonds d'investissement classiques, pas des fonds ESE, etc., et à des fonds d'investissement type public, type Caisse des dépôts aussi. Voilà. Et si vous avez des conseils, en gros, voilà. Pour moi, très Comment on rapidement, non, parce finance que je suis. avec de l'equity qui a pour vocation Ouais, à ouais, faire je vois. un effet de levier sur l'equity, une partie, et le reste, on le fait avec une fondation. Ouais, alors, moi personnellement, non, parce que je suis seul au capital, mais par contre, on peut te mettre en relation avec des profils chez Defacto qui ont des actionnaires au capital et qui seront en meilleure position, mais je sais qu'il y a une volonté, enfin, que c'est pas antinomique, il est tout à fait envisageable de mener des projets de fondation actionnaire avec des actionnaires déjà financiers au capital, mais je suis pas spécialiste, comme je te le disais, parce que je suis seul au capital et que c'était donc plus facile, mécaniquement. Dans la boîte d'avant, en fait, nous, on a eu la chance de monter la fondation actionnaire au moment de l'ouverture du capital, ce qui fait que les investisseurs, les fonds, étaient au courant du projet de la fondation actionnaire et en l'occurrence sont venus dans ce projet parce qu'il y avait aussi le projet de la fondation actionnaire. Donc ça, en revanche, ça a vraiment coloré les fonds qui ont accepté. Parce qu'il y a certains fonds qui n'accepteraient pas, sachant que nous, en plus, à l'époque, on avait un droit de veto et des dividendes précéputaires. Donc, en fait, c'est assez spécifique, mais c'est potentiellement certains fonds pourront peut-être jouer sur ce sujet de veto et dividendes précéputaires. Et le deuxième point, c'est avec plaisir pour en parler. Et n'hésitez pas à venir tester justement ça avec Zoikos, parce que c'est aussi l'intérêt, Okay. c'est de créer un commun sur ce genre de sujet parce que ces questions reviennent souvent et potentiellement de créer un écosystème justement auprès des fonds. Et là, on est en train de discuter avec pas mal de structures de l'écosystème
pour que justement il y ait aussi une appropriation de cette culture côté fonds, côté invest et potentiellement côté structure publique, puisqu'on est en train de potentiellement discuter avec les BPI par exemple. Donc voilà, Zoico, c'est aussi créer une culture commune autour de ça pour que chacun d'entre nous, d'entre vous, ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ok, merci. Et juste la question, enfin, la suite, c'est sur des levées de fonds suivantes, comment, sur des séries B, comment on relue la fondation actionnaire? Est-ce que c'est des mécanismes qui sont habituels ou que vous avez? Non, ok. Non, mais en revanche, il y a 2 structures chez Defacto qui pourraient vous aider, qui pourraient vous nourrir. Ouais, et on a aussi, dans les 2 masterclass suivantes, on accueillera Marie Eklund qui a monté le premier Ouais. fonds d'investissement en 2050, qui est un fonds steward et régénératif. Et donc, on aura, je pense, l'occasion du coup de revenir sur ces enjeux-là. Et on a une masterclass après celle de 2050 avec Marie Eklund sur le steward ownership précisément. Et donc, on aura l'occasion aussi avec Valérian d'en discuter parce que Valérian, c'est le sujet dans lequel il est en plein dedans. Il monte des startups, il fait rentrer des gens au capital et il a envie de monter des startups en mode steward ownership. Donc, du coup, c'est des sujets précisément sur cette thématique-là, on aura l'occasion de bien creuser le sujet, je pense, sur les 2 prochaines masterclass. On va devoir malheureusement clôturer cette super masterclass. Un grand merci Rodolphe, Maïka, Théa. C'était vraiment super de vous avoir tous les 3 ce soir. Moi, j'ai encore beaucoup appris sur le sujet en vous écoutant et c'était hyper intéressant d'avoir la version aussi opérationnelle de comment on y va et quelles sont les questions qu'on se pose au fur et à mesure qu'on avance. On voulait vous partager aussi, avant de se quitter, les autres dates des masterclass qui arrivent, puisque donc, comme je le disais, on aura une masterclass dédiée au fonds de pérennité et donc qui a été montée par un fonds d'investissement, donc par Marie Eklund, qui aura lieu le lundi 23 mars de 18h à 19h. Et ensuite, on continuera ce Zoom sur le steward ownership en accueillant Valérian qui a fondé le startup studio Jumanji le jeudi 9 avril entre 18h et 19h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour continuer à creuser le sujet ensemble.